Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver où nous allons pendant 1 heure parler de sport et uniquement de sport avec mes chroniqués et des invités acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Kevin Carrière à ma gauche nous présentera le Zoom de la semaine, sans oublier la question du jour, le débat où nous allons parler du 15 de France bien évidemment. Enfin nous recevrons Céline Gauberville, vice-championne olympique 2012 de tir avec nous ce soir. Vincent Avellana, bonsoir Vincent. Bonsoir. Kevin Carrière, bonsoir Kevin. Bonsoir. Mehdi Guillonneau, bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Et Maxime Brossard, bonsoir Maxime. Salut. Bonsoir messieurs. Ah c'est bon, j'entends. C'est bon, voilà, on est en direct. Technique. C'est bon, est-ce que les micros... C'est bon, vous entendez? Ouais, ça y est, Est-ce que vous enfin. m'entendez Mehdi? Malheureusement oui. Terrible. Comment ça va messieurs? C'était pas mal le début d'émission, je ne vous entendais pas. Et puis là... Le réveil. Ça c'est Non mais méchant. excusez-moi, on s'y prend au dernier moment. Moi j'étais persuadé que ça avait pas commencé l'émission et je vous ai entendu parler. J'ai fait ah oui, dis donc C'est ça a vrai, on y commencé. est, 19h. Et je me suis rendu compte que j'avais pas le casque tout simplement bravo. qui fonctionnait. Vous voyez que nous sommes de grands professionnels, Ah oui. évidemment. Kevin, Maxime et Mehdi, j'espère que vous allez bien. Je vous pose pas la question, Vincent, avec ce qui s'est passé ce week-end sur MPJ et MPG, pardon. Et voilà, parce qu'il m'a battu 4-1. 4-1 avec 3 buts d'ancienne Toulouse, hein. Tout va bien. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça le scandale. C'est ça le scandale. Par contre, vous Mehdi, pourquoi vous ne parlez pas? Qu'est-ce que c'est Attendez, je suis en train de regarder pour me réhabiliter. Alors parce qu'on a aussi un jeu qui s'appelle Scorecast et où je trône toujours en tête. Vous êtes sur tous les c'est un jeux. jeu des pronostics. C'est vrai que vous êtes large. Hein. Toujours. Non, je suis pas large. Excusez-nous de la private joke, on va vous expliquer. Scorecast, c'est un jeu gratuit de pronostics surtout. D'ailleurs, on va faire celui de l'Euro et je vous garantis que toute l'équipe de Sportez-vous bien Ça me promet. jouera Ouais, pour c'est l'Euro. Coraline elle va 2020. nous fumer, je sens. Coraline, elle va mettre du 35-4. Elle va rien comprendre. Ah ouais. 35-5. Y a pas de bonus, y a pas de bonus. Alors que c'est pour l'Euro. Moi, je suis 7ème sur 10. Mais à 4 points du 4ème. Donc ça va. Ça se passe bien. Mais je sens que la surprise va venir de Kevin. Parce que Kevin, Ouais. sur le jeu MPG costaud, premier. Non mais Wang il va pas mettre des doublés tous les week-ends. Faut arrêter. Alors, un petit but de 111, ça arrive. Punaise. Non, Santon, C'est de laine. Santon, je Ah, l'ai. C'est de laine. de laine. Ah non mais c'est encore pire, c'est C'est de laine. Je sais même pas qui j'ai en fait. Oh là là là. C'est pas une victoire vraiment humiliante quand Ouais, même. ouais, Ah, c'est- mais c'est- c'est le gars genre il joue ça à l'arrache et il gagne. Non mais entre ça et la première défaite face à Jean aussi qui est pareil, qui est tombé le week-end. En fait j'ai que des joueurs des grosses équipes C'est de vrai. championnat de France et il se trouve que ce week-end mais il y a 2 défaites et un match nul 0-0 tout pourri entre Monaco et Mais Lille. Forcément ça marche pas quoi. est-ce que Haribo font des crocodiles jaunes pour les manger devant vous, Jean, la prochaine Ah oui, fois qu'on c'est vous vrai. bat sur MPG? Je ne sais pas. Ici, il existe le croco jaune. en Faut plus. prendre des petits lions. Alors. Des petits lions. Il y a ouais. pas y a quoi comme bonbons Des qui petites ressemblent à Peugeot. des lions? Ça croustille, hein? Petite Peugeot jaune. Des petites Peugeot. Bon, vous m'énervez déjà, mais je vous adore. Je vois que vous êtes prêts, messieurs. On va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie, une déception, et les extraits vidéo seront à retrouver toute la semaine sur les réseaux sociaux de Sportez-vous bien sur Facebook, Twitter et Instagram. Mehdi Guillonneau, vu que vous êtes le dernier à avoir choisi le coup de cœur et le coup de gueule, Le bah, dernier vous à avoir écrit aussi. vous allez être comme C'est un tout sujet frais. imposé en plus par le Oh non, professeur c'est Sureda. faux. Jamais. Oh non. Allez, Jamais devoir je vous- sur Ah, table. Non, il m'a laissé 2 choix, le handball aussi, mais le handball j'ai pas vu, j'ai pas regardé le match. Ça tombe bien que vous en parlez. On salue bien évidemment l'équipe de France de handball qui s'est qualifiée pour les TQO et on salue aussi le Non, pour les Portugal. JO direct, ils sont Pour les qualifiés. JO, pardon. Oui, oui. Et on salue aussi les Portugais qui nous écoutent et qui sont qualifiés. Et ça tombe bien pour eux. Alors déjà, on élimine la Croatie, ça c'est fantastique. Et surtout Ah qu'il y a oui. eu le décès du gardien du Portugal lors d'un entraînement, un arrêt cardiaque, il y a 3 semaines. Donc le symbole est énorme, c'est qu'ils viennent de perdre leur gardien. Par contre, pour la première fois de leur histoire, ils se qualifient aux JO. Donc je trouve ce clin d'œil absolument fantastique. Le tout à 5 secondes de la fin dans un suspense de fracassé. Donc voilà, humblement une dédicace aux Portugais. Ils sont beaucoup à nous écouter forcément au Portugal. Par contre, Ça fait partie de Sureda Land. allez, on parle de vélo. Ouais. Il y a eu le Paris-Nice. Ouais.
Vous étiez content de cette semaine, ça s'est bien passé. On a vu du beau spectacle cette semaine sur le Paris. Ouais, c'était pas trop mal entre ça et Tirreno. Honnêtement, on pouvait attendre mieux en général. Et au final, on a vu quand même un dénouement assez particulier, dont on n'en attendait pas grand-chose, puisque la 8e et dernière étape de Paris-Nice, qui a eu lieu entre Le Plan du Var et l'Evens, n'est pas l'étape habituelle, puisque ça termine normalement, comme son nom l'indique, à Nice sur la promenade des Langlais tous les ans. Mais avec le confinement en vigueur à Nice, ça n'a pas pu être possible. Donc voilà, le circuit a été modifié, raccourci, et surtout, on pensait au départ qu'il serait tout simplement moins dur, puisqu'il y avait seulement un col de deuxième catégorie assez roulant sur un circuit. Et mais malgré tout ça, on a eu le spectacle qu'on n'attendait absolument pas, puisque Primož Roglič, qui avait roulé sur Paris-Nice depuis le départ en remportant trois étapes jusque-là, et ben il a craqué. Il a craqué pourquoi ? Parce qu'il est tombé 2 fois dans une descente, et les Bora de Schachmann, qui était lui deuxième et l'ancien vainqueur de Paris-Nice qui avait gagné l'an dernier, et ben son équipe a accéléré. Roglič, qui n'était pas si bien entouré que ça par ses coéquipiers, n'a jamais pu revenir sur le peloton, et il a tout perdu sur cette dernière étape, et il a perdu 3 minutes 08. Mais il avait déjà perdu tout sur le Tour de France. Et c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est un deuxième coup pour lui. Parce qu'il avait déjà perdu le Tour de France l'année dernière face à Pogačar lors de la dernière étape. Après là c'est un petit peu différent, parce que sur le Tour de France il perd à la pédale. Là aussi il perd aussi, on va dire, parce qu'il n'arrive pas à revenir, mais il y a aussi ces 2 chutes qui l'ont handicapé. On a vu son cuissard complètement déchiré des 2 côtés, parce qu'il est tombé 2 fois. On voyait la cuisse qui était toute rouge, l'épaule aussi, il voilà. a un déplacement d'une épaule. Exactement, il s'est démis l'épaule, donc bon, à la limite. Et puis il a été quand même, moi c'est ce que je note à Roglič, il y en a beaucoup, c'est un robot, etc., mais c'est un super mec, parce qu'à la fin il est de suite allé rassurer Schachmann, parce que Schachmann a dit ouais, j'aurais aimé gagner autrement quand même, mais il est allé lui dire félicitations, voilà, il est allé de suite le féliciter, ouais. la grande classe, et c'est souvent le cas quand même avec Primož Roglič, qui est un super gars. Et juste dire que côté français il y a quand même c'est un demi-tête, parce qu'au global c'est bien, on fait même 6 podiums, dont 5 deuxième places, mais il n'y a que des deuxièmes places, il n'y a pas de victoire. Par exemple hier Christophe Laporte se fait battre par Magnus Cort Nielsen, alors qu'il était largement au-dessus des autres. Il a juste commencé son sprint trop tard, à 100 mètres de la ligne d'arrivée, c'était beaucoup trop tard. Voilà, la Tour fait aussi 3ème, donc les Français 2 et 3. On se rappelle aussi pareil Christophe Laporte qui a été devancé par Primož Roglič dans une étape. Rémi Cavagna qui a perdu le contre-la-montre pour moins d'une seconde. Voilà, le contre-la-montre face à, j'ai oublié le nom du Education First. Oui, le jeune. Un jeune, donc il a perdu de rien. Donc voilà, un peu en demi-teinte pour les Français. Paris-Nice, on va dire globalement moyen, parce que le plateau n'était pas extraordinaire. Mais pourtant, il y a eu un final assez fantastique, et la confirmation peut-être d'un champion et d'un futur vainqueur de Grand Tour, Maximilian Schachmann, l'Allemand. Ça lance bien, Vincent, ça lance bien cette saison. On avait fait un débat sur le cyclisme il y a 2-3 semaines, messieurs, je crois que c'est ça. Oui. Et on attendait tous quasiment un petit peu de mémoire ce Paris-Nice qui allait lancer véritablement, sur une course d'une semaine, la saison. Un peu décevant, pour reprendre les mots de Mehdi, c'est le mot, mais ça lance bien la saison paradoxalement, non ? C'est le premier gros rendez-vous de la saison, donc il faut être en forme d'entrée. Il y a déjà des premières leçons à tirer. On voit déjà les équipes qui vont peser sur le peloton au fil de la saison. On a surtout le plus grand enseignement, c'est pas forcément la faiblesse de Roglič, c'est son équipe qui concrètement s'est noyée dans un verre d'eau. En fait, quand Roglič était allé à moins de 30-40 secondes du peloton, au lieu de lâcher des coureurs un par un pour qu'ils se relaient petit à petit, ils ont tous fait décrocher, tous roulé à bloc, et du coup Roglič se trouve tout seul à 100 mètres du peloton, et il leur a fait coucou, puis il a relâché, pris 3 minutes. Il est revenu, mais vraiment c'était impressionnant, à quelques encablures, il voyait le derrière, etc. Sauf qu'il s'est retrouvé tout seul à prendre le vent de face, et il a jamais pu revenir, alors qu'il était vraiment, à un moment donné, il y a même eu des pointages, il était à 3-4 secondes de l'arrière du peloton, il n'est jamais revenu. C'est la joie du cyclisme. Ouais, c'était assez beau, et non, on retiendra quand même que le plus beau plateau c'était à Tirreno Adriatico, et que on espère pour Roglič, il retrouvera Van Aert qui est deuxième de Tirreno Adriatico et qui impressionne tout le monde, lui. Le prochain gros rendez-vous là pour le Milan-San Remo ce week-end, oui. Milan-San Remo ce week-end, avec pourquoi pas une victoire de Julien Alaphilippe, qu'il a déjà gagné là-bas. Ouais, il a déjà gagné là-bas, mais bon, il fera face aux 2 monstres du cyclo-cross, Van Der Poel et Van Aert, et Van Der Poel, on peut dire qu'il est à moitié français, donc c'est le petit-fils de Poupou. Petite cote sur Philippe Gilbert, c'est la seule classique qui lui manque. Ouais. Pour gagner tous les monuments. 39. Et d'ailleurs, Julien Alaphilippe, il lui reste plus beaucoup aussi de monuments, non ?
Le Tour des Flandres, qui est l'an dernier où Oui, il chute. Flandre et Roubaix. Ah non, il chute. Flandre Roubaix, ouais. Et il a gagné le Tour de Lombardie, enfin je sais plus, mais bon, Il en reste plus beaucoup déjà. Oui, il quoi. en reste plus beaucoup, exactement, palmarès, hein. et on espère que ça viendra. On parle souvent de vélo, on parle souvent aussi de biathlon, forcément. On est en hiver, on va bientôt ne plus en parler parce que c'est bientôt la fin de saison. Plus qu'un week-end, ouais. C'est ça. Et c'est vous, Kevin Carr, cette semaine qui avait chopé le pompon du biathlon, si je puis C'est dire. vrai. On va parler de Quentin Fillon-Maillet, c'est bien ça? Ouais, exactement. Un coup de cœur sur Quentin Fillon-Maillet qui a fait une saison plutôt en dents de scie, qu'on attendait peut-être plus fort avec la retraite de Martin Fourcade. Notamment, c'est mon Joao Pokluka, il fait 6e, 4e et enfin un podium sur la Mastart, souvent à une balle du podium. Mais ce week-end, il a fait un week-end parfait. Il a notamment gagné le sprint avec un magnifique 10 sur 10. Un deuxième temps de ski à seulement 3 secondes de Johannes Beu. Donc un podium qui est complété par Tarjei Beu 2e et Lucas Hofer 3e. Donc une petite avance pour la poursuite qui commence malheureusement mal avec un 8 sur 10 sur le coucher. Il ressort 7e à 20 secondes. Et après, il fait une fin de course magnifique avec un 10 sur 10 sur le debout qu'il est le seul à réaliser. Et notamment un dernier tir magnifique où ils sont 6 favoris. Ils arrivent à égalité au pas de tir. Et il fait le 5 sur 5 et après il est imité par Émilien Jacquelin qui lui complète le podium avec une 3e place. Donc Fillon-Maillet qui gagne le sprint et la poursuite. Et c'est le 3e français seulement à réaliser ce doublé avec Raphaël Poiré et Martin Fourcade. Ouais, de monstres. Voilà, donc un week-end parfait. Donc, où pour une fois il a pu allier des très bons temps de ski et un très bon tir. Et voilà, il se replace également au général puisqu'il est 3e maintenant derrière les deux ogres norvégiens Johannes Beu et Sturla Leigrid qui disputeront le Globe le week-end prochain pour la dernière étape à Östersund. Finir la saison 3e, c'est le maximum que peut aller chercher Fillon-Maillet. Enfin, je pense pas qu'il va chercher les Norvégiens, mais je veux dire, au début de la saison, si on lui dit t'es 3e, il signe tout de suite. Oui. Oui et non. Je pense Oui, qu'il non. aurait pu chercher la 2e place parce que derrière Johannes, je pense qu'il est intouchable, Johannes. Même s'il a des failles, contrairement à Martin Fourcade, on voit qu'il a plus de failles. Pourtant, il Notamment semble au tir, presque ouais. plus fort sur les skis que Martin Fourcade à une certaine époque. Mais voilà, il craque parfois au tir et il laisse de la place. Donc ouais, on se dit la 2e place. Sauf qu'il y a l'émergence de Sturla Leigrid qui sort d'absolument nulle part. Les Norvégiens, ils en ont encore sorti un. Et il risque peut-être même lui d'aller concurrencer Beu parce que lui, son point fort, Leigrid, et notamment, on en parle, c'est le tir. C'est-à-dire que sa carabine ne bouge jamais. C'est le meilleur tireur du plateau alors que c'est sa première année et c'est assez impressionnant. Et juste, je voulais féliciter Kevin Carrière parce qu'il est meilleur sur Pokluka que Jean Sureda et Vincent Léana. Voilà, merci. Pourquoi j'ai fait quoi, moi? C'est comme Non, sur la gratuit, hein. prononciation, il a pas bégayé ni rien. C'était magnifique. Et comme je sais que vous adorez les prononciations particulières, je oui, tenais c'est juste vrai, à le souligner. Bah, Non. félicitations, Kevin. Vous êtes Félicitations. d'accord avec ce que vient de dire votre prénom? Mehdi Guillaume. Vous êtes d'accord avec ça? C'est la 3e place, c'est très bien. Il aurait peut-être pu aller chercher la 2e ou pas? On se dit ça en début d'année. En début d'année, c'est ça, ouais. Surtout avec la retraite de Martin Fourcade, comme j'ai dit. On s'attend à ce qu'il prenne un peu le relais, mais voilà, après, il est tombé sur deux monstres. Leigrid, 94% je crois au tir sur la saison. Heureusement. 2e meilleur tireur. Deuxième meilleur. Donc voilà. Ah oui, c'est heureusement pas que un Autrichien. Simon Eder, ouais. Heureusement que je Eder, fais pas de ski. Vous êtes d'accord avec ça, vous aussi, Vincent? Je suis assez d'accord, oui. Finalement, Quentin Fillon-Maillet, c'était l'objectif. Il avait annoncé ses podiums, même il a annoncé essayer de gagner D'aller concrètement. chercher, ouais. Au final, aussi, l'enseignement que l'on peut tirer, c'est on a vu les Norvégiens très très forts au début. Finalement, ils ont assez baissé parce que les Français, ils sont rentrés progressivement. Il n'aurait pas fallu que la Coupe du Monde dure une manche ou deux de plus. Peut-être qu'on aurait pu avoir un Quentin Fillon-Maillet qui récupère cette 2e place. Et vu qu'on enlève les 2 plus mauvais résultats, pourquoi pas aussi aller titiller. Il peut pas aller Johannes chercher Beu. la 2e? Là, le week-end actuellement, je prochain, sais pas quel on peut écart pas de points il y a exactement avec Mathématiquement, la c'est- Leigrid. Je crois qu'il y a 200 points avec Leigrid. Ouais, ça fait un peu loin. C'est beaucoup, hein. Ouais, Faudrait ça qu'il fait prenne un la peu loin. travers. Faut qu'il soit limite hors course sur toutes les courses. Dernier week-end de ski la En semaine point, pardon. prochaine. Vous savez le débat qu'on aura la semaine prochaine, messieurs. Östersund, non Oui, On aura le débat ski sur le bilan de la saison. Et oui, parce qu'il y a les finales, donc la finale hivernale. du biathlon, et il y a la finale de Coupe du Monde aussi. Je crois que c'est à Reux, si je dis pas de bêtises, en Norvège, du ski alpin. Aussi, on saura si Alexis Pinturo est champion du monde. Voilà, il qui serait a bien. juste un petit mot, il avait un petit peu d'avance, Chaud et Franck. malheureusement, il est sorti de la piste. Et c'est Noël après l'heure. Allez bien. Oui, sauf Noël qu'à a chaque gagné. fois qu'il va gagner, c'est sa 8e Voilà. en Coupe du Monde, c'est la 8e fois que vous nous la faites. Vous la ressortez Ah la semaine oui. prochaine aussi. Et je la refais la semaine prochaine, Merci. promis. Ah, on l'espère. Maxime, Oui. pareil, là on reste sur les sports d'hiver. Oui. On va sur le hockey sur glace, mais on va parler du hockey sur glace en France. Oui, voilà, je vais essayer un peu de vous parler du hockey français. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de parler hockey, ouais, c'est pas quelque chose dont on a trop l'habitude de parler. Ici, je vous parle plus de la NHL, mais il y a un bon petit championnat en France qui s'appelle la Ligue Magnus, voilà.
Ça, c'est pas terminé. Il reste 4 journées, mais on connaît déjà le champion. C'est une équipe mythique du hockey français, c'est Rouen, les Dragons de Rouen. Ils ont décroché leur 16e titre de champion en perdant. Et oui, en perdant. En fait, au hockey, ils ont perdu 5-4 en prolongation à Gap ce samedi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au hockey, quand vous allez en prolongation, vous partagez les points. C'est-à-dire que le vainqueur prend 2 points et le perdant prend 1 point. Ce petit point, il a suffi aux Normands pour recaler Angers, qui était 2e, et pour s'assurer le titre. Donc voilà, il va rester encore 4 journées, mais ils vont se déplacer en champion dans une saison en fait qui a fait polémique puisque c'est une saison qui a été rabotée. D'habitude, il y a 44 matchs en plus des matchs de play-off. Et là, ce coup-ci, il n'y a eu que 22 matchs cette saison. La moitié. Ouais, la moitié, vraiment, et même pas les matchs de play-off du coup. Donc, raboté, pourquoi ? Tout simplement parce que le hockey français souffre, notamment du point de vue du budget. Économiquement, il est en grande souffrance, cette discipline en France, à cause des huis clos, tout simplement. Voilà, c'est un sport qui dépend énormément de la billetterie, et sans billetterie et prestations partenaires, qui pour certains clubs ça représente 70% du budget, c'est même plus que dans le rugby par exemple, qui est déjà très tributaire de l'économie du huis clos du stade. Tous les clubs commencent à tirer la langue, et certains vont avoir même du mal à pousser jusqu'au mois d'avril, à faire les 4 journées, c'est dire. C'est incroyable. D'ailleurs, il y a même un des dirigeants d'une des équipes les plus connues qui s'appelle les Brûleurs de Loups, de Grenoble, qui a dit que ça leur coûtait plus cher de jouer que de tout arrêter. Surtout qu'en niveau billetterie, je sais qu'ils organisaient un match notamment dans le stade des Alpes parfois. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc ça, c'est des stades de 20 000 places, donc ça leur apporte pas mal. Oui, et puis surtout, Grenoble, ils ont un taux de fréquentation de la patinoire qui est très très élevé, donc ça leur assure quasiment à chaque fois une grande partie du budget. Et en plus, ils ont perdu la télé, puisqu'il y avait l'équipe 21, l'équipe TV, pardon, l'équipe TV qui diffusait la Ligue Magnus, et depuis, ils ont arrêté depuis. C'est bien dommage d'ailleurs, peut-être qu'ils y reviendront. On se cotise et on essaye de les avoir pour Sportez-vous bien. Là, il va falloir sortir le chéquier. Je crois que c'était 400 000 €, je crois, quelque chose comme ça. On gagne à l'euro-million. Ouais. Allez, tout le monde joue à l'euro-million pour mardi, pour demain, et puis comme ça, si on gagne, on fait la chaîne télé. On ira voir notre banquier. Et, puis... et un petit mot sur les Belugas, forcément, si on parle de hockey. Les Belugas, eux, ils ont eu la saison arrêtée, contrairement à d'autres, puisqu'ils sont en D2. Mais tous les joueurs n'ont pas rangé les crosses. En fait, il y a un partenariat qui a été signé avec les Vipers de Montpellier qui jouent en D1. La D1 se continue, et donc en fait 4 des meilleurs joueurs des Belugas sont prêtés aux Vipers de Montpellier, voilà, et ils jouent avec les Vipers, ils s'entraînent avec les Vipers pour garder la forme. Et parmi eux d'ailleurs, il y a Eddy Martin qu'on a reçu ici en fait, qui avait il devait arrêter. Et oui, qui a ressorti les patins, voilà, il a pas pu s'empêcher, et donc il est reparti pour un tour. Ouais. Et on salue Marek Keta qui est en train de me chambrer sur la conversation WhatsApp de Sportez-vous bien. Donc on le salue et on espère ce retour très vite, sans doute la semaine prochaine. Pour terminer ces coups de cœur et ces coups de gueule, Vincent, on va parler de tennis parce que oui, un Français a performé cette semaine. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, on va faire les méchants. Il s'est incliné malheureusement en finale. Pas contre n'importe qui, Medvedev, mais Pierre-Hugues Herbert a performé à Marseille. Oui, à l'Open 13 de Marseille, donc qui était classé ATP 250. C'est donc le 4e niveau de Sional 500, le 1000. Il y en a aussi les grands chelems. On a l'habitude de le connaître en double, puisqu'il faisait partie des meilleurs joueurs mondiaux avec son acolyte Nicolas Mahut. C'est quand même 19 titres dans tous les grands chelems et 7 finales. C'est un joueur quand même de simple plutôt correct. Il a déjà approché le top 30 mondial, mais avant ce tournoi, il était 93e mondial. Et il a fait concrètement une semaine de rêve, puisqu'en 16e, il bat quand même Nishikori 6-1, 6-4, tête de série numéro 6 du tournoi. Et déjà vainqueur d'un grand chelem, en simple. Exactement. L'anglais Nori en 8e, 6-3, 6-4. Puis surtout en quart, Tsitsipas, tête de série numéro 2. C'est le premier top 5 mondial qu'il bat dans sa carrière. Il perd le premier set 6-7, mais il gagne 6-4, 6-2. Sachant qu'en plus, il avait été breaké dans le second set. Il a fait un beau retour, encore dans des conditions particulières, puisque bien sûr, pas de public. Et en demi, il sort Hugo Humbert, le tête de série numéro 4, qui était le numéro 1 français. Pour le coup, 6-3, 6-2, pareil, c'est toujours des matchs nets et sans bavure. Et une défaite en finale contre Medvedev, tête de série numéro 1, 6-4, 6-7, 6-4. Donc il a quand même réussi à prendre un set à une pointure comme Medvedev. C'est une sacrée performance. C'est sa 4e finale déjà, il n'a toujours pas gagné, mais il revient en forme en 2021, c'est bon pour la suite. Il préfère quand même le double, il continue en double avec son acolyte ou pas? Non, ils se sont séparés il y a quasiment 2 ans. Okay. De temps en temps, ils font des tournois, mais sinon c'était plutôt avec Édouard Roger Vasselin qui avait continué, Nicolas Mahut. Et on suivra les performances bien évidemment du tennis, on en parle souvent du tennis et bien évidemment des performances françaises. Enfin, on parle pas vraiment de performances françaises si on parle de tennis malheureusement. On peut passer au zoom de la semaine. C'est pas mal.
Le Zoom de la semaine, on va parler de basket avec vous, Kevin Carré. Mais avant, retour bien évidemment sur les pronostics. On avait parlé de football, Grenoble-Pau. Mehdi. 2-1. Maxime. 3-1 pour Grenoble. Moi, je donne 1-0 pour Pau. Coraline. 1-0 pour Grenoble. Vincent. 2-0 pour Grenoble. Lucas. 2-0 pour Grenoble. Et Kevin. 0-0. Fantastique, Kevin. Après les félicitations Ah, de mais Mehdi lors des incroyable, coups de cœur et coups de gueule, les félicitations encore une fois pour le Zoom de la semaine. Résultat final, Grenoble, un but partout contre Pau, ce qui a arrangé le TFC et Pau forcément dans la course au maintien. Et Kevin. Et Kevin, ouais. dans la même occasion. C'est le plus important. Par contre, vous faites le malin, Kevin. Mais là, on va parler de basket et là, on va voir si sur les pronostics, Ouais. vous êtes bon. Je vous rappelle que le seul ici qui a eu un bon pronostic score exact sur le rugby, je remets l'église au milieu du visage. C'est violent. Forcément. Ça fait C'est penser, moi. vous savez, aux expressions du rugby. On n'est pas là pour être ici. Ou des trucs comme ça. Là. On va leur mettre les poings sur les yeux. Les trucs comme ça. Je réinvente l'expression Ah ouais, française, vous avez compris, j'ai ma langue à fourcher. Mais on va parler de Paula Cortez-Roanne, c'est samedi à 20h en Jeep Elite, Kevin. Ouais, c'est ça, le match de la peur et du maintien pour l'élan Béarnais face à Roanne. C'est le 16e contre le 17e. Et pour rappel, ce sont les deux derniers, donc 17 et 18e qui descendent en Pro B. Deux équipes qui comptent 3 victoires cette saison, en 13 matchs pour les Palois et en 12 matchs pour les Roannais. Donc un match important face à un concurrent direct au maintien pour l'élan Béarnais, même s'il reste encore une petite vingtaine de matchs à disputer. Les Béarnais qui avaient plutôt bien commencé leur saison avec 3 victoires sur les 4 premiers matchs. Et puis depuis ces 9 défaites consécutives, à noter tout de même une prolongation face à Monaco, actuel leader de Jeep Elite et qualifié pour la phase finale d'Eurocoupe. Roanne de leur côté se déplace mal et compte seulement une victoire en 7 déplacements, dont une défaite à Boulazac, actuel dernier de Jeep Elite. Donc un match à remporter pour les Palois qui jouent également demain à Bourg-en-Bresse. Autant le Toulouse réussit bien en national, enfin en deuxième division, autant Pau ça se porte mal en Jeep Elite. Ouais, c'est des saisons qui se ressemblent jamais avec Pau parce qu'en fait c'est une équipe. C'est le yo-yo. Hein, Ouais, c'est ça, parce qu'en fait souvent leur recrutement est plutôt correct, ce qui fait qu'il y a une année où ça marche bien, et puis l'année d'après le meilleur joueur ou les meilleurs joueurs partent. Et forcément ça marche moins bien, même si globalement depuis leur remontée il y a une dizaine d'années là, je sais plus combien de temps ça fait exactement, c'est pas si mal que ça. Donc on espère que ce monument du basket français et de la région ne descendra pas, et que l'année prochaine on retrouvera des classicos du basket français entre Limoges et Pau, ou voir l'Asvel exactement à Beaublanc ou au Palais des Sports à Pau, et qu'on puisse voir ça, parce qu'honnêtement moi pour avoir déjà vu des matchs à Pau, il y a une ambiance franchement assez spéciale, et c'est hyper agréable, et voilà, on espère qu'ils vont se maintenir. Ouais, bon, on espère qu'ils vont se maintenir en Jeep Elite. Ouais. On va pouvoir passer au pronostic. Paula Cortez-Roanne samedi à 20h en Jeep Elite. Je vais commencer avec vous, Mehdi. Là c'est compliqué là. Il est surpris là. 78-71. Oh putain, c'est ce que j'ai mis sur ma feuille en plus. Sérieux? C'est vrai? Ah ouais. Non, c'est vrai. Pardon. Non. Ah ouais, j'avais mis ça sur ma feuille. Allez, Maxime, 78-71. Non mais mettez 72 du coup. 78-72. Ok, moi je vais mettre 78-73. Allez. Kevin. 70. C'est fou, ouais. C'est rigolo. Pardon, 70? 65. Romain. 71-67. 71-67. Vincent. 73-71. 73. C'est Ça n'a pas été dit. Et Coralie. 74-72. 74-72. Serré aussi. C'est tous la même chose là. On va dire qu'il faut qu'il y ait 70 pour Pau, et normalement on aura un vainqueur. Merci messieurs, on va pouvoir passer à la question du jour. Sportez-vous bien? La question du jour. Une question chaque semaine et 4 minutes pour y répondre. Roger Federer a fait son retour cette semaine à Doha après un an d'absence. Cette semaine, il s'est fait prendre un record aussi par Novak Djokovic. Le Serbe est depuis aujourd'hui à sa 312e semaine de numéro 1 mondial du classement ATP. Vous me voyez venir avec mes gros sabots. Là, j'ai réussi l'expression française. Ouais. Je veux les 10 premiers. Ok. Les 10 premiers joueurs qui ont été le plus de fois numéro 1 On l'a joué en mondial. collectif. Exactement, je C'est veux bon. pas faire un par un. Ça va revenir avec, on va balancer tous les noms et ça va marcher. Alors numéro 2, Roger Federer. Numéro 3, Nadal, Sampras. Non,
Alors, il y a Nadal en 6, il y a Sampras en 3, Djokovic, ok. McEnroe par là. McEnroe est 7. Borg. Borg, oh, miracle, il a sorti un sport. Ouais, mais faites-vous, j'avais gagné une fois un truc de tennis. C'est vrai. Je sais pas si vous vous rappelez. Sur Roland Garros. En c'est plus, ouais. Je sais pas, Euh, toi, ouais. Lendl. Borg est 8ème, Lendl est 4ème. Voilà. Il m'en manque 1, 2, 3. Il me manque le 5ème, le 9ème et le 10ème. Qui c'est qui 2 Américains et un Australien. Leighton Hewitt. Anthony Hewitt, ouais. Très bien, 10ème. Et il me manque Et le les Agassi. cinquième. Agassi. Agassi, très bien. exactement. Et alors l'autre, c'est pas. C'est le 5ème. 268 semaines au classement ATP. Attends, vous Henri avez dit Lecomte Sampras, Agassi. Non Un Américain Henri Lecomte Yannick Noah, H. donc- Non, Henry H. Lecomte. Pardon H. Non. Arthur H. Oh, c'est plus. Quelle c'est- époque ATP. Attends, Non, alors, là, Non, Américain, pardon Américain. Rodic. Non. Je sais pas, moi je dis les ça Américains fait- que je connais. Je sais pas si c'est pas un des premiers et c'est pour ça qu'on s'en souvient pas. Non, enfin, C'est un nom. Vous le connaissiez ce nom? oui, mais sur les 10 premiers, on le connaît, on Non, les c'est connaît pas tous. Blake, Vous en avez trouvé 9 sur 10. Mais celui-là, si vous le trouvez pas dans 2 minutes, je vais vous le dire C'est et vous pas allez me Blake. dire ah bah oui, c'est vrai. Sincèrement, oui. Mais c'est pas possible là. Pas Des Ma- Américains Pas McEnroe. Un Américain. Oui. Américain. McEnroe est Connors 7ème, vous l'avez déjà dit. Ah, non, Jimmy non. Connors, bien sûr. Jimmy Connors, vous les avez tous Ah ouais, trouvés. les cons. Voilà. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'est Donc, sorti naturellement, je m'excuse. Djokovic, Federer, Sampras, le top 3. Nadal est 6ème. Djokovic est dans la légende et a dépassé Federer déjà rien que pour le Et nombre de semaines Vous n'êtes ATP. pas descendu, la 11ème place, apparemment c'est Maxime Brossard. Oh purée, ouais, là. Oui, et il est à 2 semaines de Leighton Hewitt. Donc, Leighton. et donc ça va être compliqué de le tenir. Ah ouais, non, mais Maxime. là, Vous avez 2 semaines pour trouver j'ai le dû niveau. voir 3 matchs de tennis dans ma vie, ça va être quelque chose. Oui, vous en avez fait 600. Ça en donc- fait, ça en fait 3 de plus que Kyrgios et Paire réunis. C'est déjà pas mal, hein. C'est vrai. Ah Bon, Oui, merci. il pensait nous piéger, il a pas réussi. Non, bon d'accord, je vous pensais vous piéger. Je Vous pense- nous Ah, avez chambré tout le début de l'émission en nous disant vous allez pas trouver, machin, on va rigoler, etc. Sur les 10, je pensais qu'il y en allait un ou deux qui allaient sauter. passer. Je pensais que le Tchèque allait passer et l'Australien. Mais une fois que je vous ai dit Australien, forcément, il y en a qu'un. Quoi. Non, Ça allait mais- pas être Kyrgios, forcément. Écoutez, Bon. heureusement qu'on a Maxime Brossard sur ce Eh genre oui. de truc. Mais quand même, hein. il a trouvé Agassi. Björn. Donc, Et Björn oui, Borg, Agassi, j'ai Björn trouvé. Borg. Björn et Agassi, pas 2 calmé. sur 10, c'est Bien sûr, absolument à l'époque, fantastique. des raquettes en bois, là, ça jouait, ouais. D'ailleurs, 2 sur 10 au tennis, c'est votre meilleure note, hein, je crois. Non, une fois, je me rappelle, alors là, c'était improbable. C'était un peu comme le Canet qui avait battu Marseille et j'avais gagné un quiz de tennis, je me rappelle. Tu sais. Alors là, c'était vraiment improbable, quoi. C'est vrai. J'avais célébré ça, et j'avais trouvé des noms du top. Je sais plus ce que c'était, je crois que c'était le classement. Ah, des j'allais vous vainqueurs, dire, et- c'était des questions au hasard ou un Ouais, truc comme ça. et j'avais répondu à chaque fois, je disais des noms au hasard comme ça, et j'avais profité des erreurs des autres et j'avais réussi à gagner comme ça. Ouais. Eh, vous avez triché. Non, jamais. Non. Je suis pas le Lance Armstrong du quiz. Ah, non. Non, Je pense que s'il y a bien quelqu'un d'honnête autour de cette table, le seul en qui j'ai confiance, c'est Maxime Brossard. Eh Mais ben, c'est vraiment bon. la- merci pour nous. Oui, On a oui. rien demandé, mais- Je vous regarde les trois autres, il y a vraiment que Maxime Brossard, j'insiste. C'était donc moi dernière, hein, merci. Hein. Merci messieurs, on se retrouve dans moins de 3 minutes avec notre invité. À tout à l'heure. Sportez-vous bien. L'invité. Nouveau sport dans Sportez-vous bien puisque notre invité est vice-championne olympique 2012, 2 fois vainqueur de la Coupe du Monde et triple championne d'Europe de tir, une discipline olympique mais méconnue du grand public. Ça tombe bien, Céline Goberville va nous faire le plaisir d'être avec nous ce soir et de faire découvrir ce sport. Céline, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Sportez-vous bien. La première question elle va être très très simple. Pouvez-vous nous présenter votre sport, votre discipline, le tir ? Alors moi je fais du tir sportif, donc au pistolet. En fait on a 3 grandes disciplines. On a le pistolet, la carabine et le tir au plateau. Voilà, moi je fais du tir au pistolet. J'ai 2 disciplines à 10 mètres et à 25 mètres. Donc c'est deux distances différentes et 2 disciplines complètement différentes avec des armes qui ne se ressemblent pas, des munitions qui sont différentes, des tailles de cibles différentes. Enfin bon, c'est 2 disciplines vraiment à part. Il y a vraiment une différence entre 10 et 25 mètres. Au-delà de la distance, est-ce que ça change quelque chose sur la préparation ? Est-ce que ça change quelque chose sur la concentration ? Est-ce qu'il y a une vraie différence au-delà, bien évidemment, de la distance ? Oui, en fait, le format, il est vraiment différent. À 10 mètres, ça va être un match de 60 plombs à tirer en 1h15. Donc, ça fait une type d'épreuve un peu marathon, quoi, où on gère un peu le temps comme on veut. Et puis, à 25 mètres, en fait, c'est en deux phases. Il y a une phase de tir de précision, donc qui ressemble aux 10 mètres.
mais avec des temps bien déterminés. C'est 5 balles à tirer en 5 minutes qu'on refait pendant 30 coups. Et ensuite, on a une partie vitesse qui est vraiment spécifique du coup, où là, c'est avec une cible un peu différente. Et en fait, on a 3 secondes pour tirer et 7 secondes de repos entre chaque balle. Donc ça, c'est une discipline qui est vraiment à part. Moi, je suis un petit peu moins à l'aise, par exemple, dans la vitesse que dans la partie précision. Vous êtes sur le pistolet, il y a aussi, pareil, j'imagine, hein, mais vous allez nous le confirmer ou pas, il y a des différences vraiment entre le pistolet, la carabine ou le tir au plateau? Ouais, c'est vraiment 3 disciplines complètement différentes. On peut dire que c'est un sport différent, pardon de vous couper. Quasiment, ouais. Ah oui? En fait, il y a les capacités qu'on demande vraiment de concentration au niveau mental, etc. Ça va être les mêmes. Après, le plateau, c'est vraiment différent dans le sens où c'est un tir qui est dynamique, donc c'est pas du tout la même chose. La carabine, ça se rapproche du pistolet, c'est juste que c'est plus précis, la position est différente, mais c'est vrai que après les formats sont un peu les mêmes. Et puis voilà, les qualités qu'il faut de concentration au niveau mental, etc. C'est la même chose. Avant de se spécialiser vous dans le pistolet, est-ce qu'on teste tout avant? Est-ce que vous avez fait de la carabine, du tir au plateau et du pistolet? Vous vous êtes dit c'est le pistolet, ou vous êtes tombé dans le pistolet entre guillemets et vous vous êtes dit allez, je choisis le pistolet tout de suite? Non, alors souvent on a tendance à faire débuter par la carabine. Parce que c'est une arme qui est un peu plus imposante, qui est au niveau sécurité, qui est plus facile à prendre. Donc j'ai commencé à la carabine et puis ensuite je suis passée au pistolet. En fait, moi j'ai eu 2 modèles. Hein. J'avais mon père qui faisait de la carabine, ma mère du pistolet. Donc à un moment, il a fallu choisir un camp, quoi. Hein. Et puis c'est le camp pistolet qui a remporté. Gagné. Voilà. Justement, vous avez commencé jeune. Il y a une arme pour les enfants, parce que vous êtes enfant. Pas quel regard, mais comment vous expliquez à un enfant, on vous a expliqué d'utiliser une arme, que c'est vraiment un sport, presque un jeu, j'ai envie de dire, et pas comme on entend un pistolet ailleurs, quoi. Quelle approche on a avec les enfants par rapport à ça? C'est vrai qu'au départ, on est énormément sur la sécurité, sur le fait que une arme, ça peut être potentiellement dangereux. Donc on est très strict sur la sécurité. Surtout qu'ils confondent pas les jeux vidéo et la guerre, la télé avec ce qu'on fait là. Après, c'est vrai que très vite ils rentrent dans le rang, j'allais dire, mais dans le sens où ils comprennent que l'arme elle sert juste à faire des trous dans un carton et que le plaisir et la performance elle est pas dans autre chose que là-dedans, dans le fait d'être précis, de faire le plus de points possible, etc. Donc la concentration, elle vient rapidement et voilà. Le but, par contre, c'est que dès le départ, les consignes de sécurité soient vraiment bien respectées. Vous êtes vice-championne olympique 2012, vous avez gagné 2 Coupes du Monde et vous avez fait 3 médailles d'argent, vous êtes triple championne d'Europe. Avec un palmarès de ce niveau-là, quel est votre meilleur souvenir sur votre carrière à l'heure actuelle, puisque j'espère qu'il y aura un superbe souvenir cet été, on en parlera tout à l'heure avec les JO. Ouais, j'espère aussi, ouais. La médaille de Londres au JO, c'est quand même celle qui a été les plus extraordinaires. Hein. C'est vrai que les JO, c'est tous les 4 ans. C'est le seul moment où on est un peu médiatisé, un peu reconnu. Et ça a été vraiment une fête comme jamais j'ai eu sur d'autres médailles, quoi. Là, on a vraiment l'impression de compter autant que les autres sports. Et ça a été aussi l'occasion de faire connaître le tir, de le faire plus médiatiser, parce que c'était la première médaille française. Donc on en a beaucoup parlé et ça c'était vraiment c'était un très très grand moment. Ouais. C'est vrai que le tir en général sur les Jeux Olympiques c'est les premières épreuves. Hein. Le tir à l'arc, tout ça c'est sur les 2-3 premiers jours. Vous allez découvrir vous une 3e Olympiade. Il y avait donc Londres en 2012, Rio en 2016, Tokyo en 2020, 2021. Ça aussi c'est une performance j'imagine pour vous. Ouais. Après, alors dans le tir, c'est vrai qu'on a des carrières qui peuvent être assez longues. C'est l'avantage du coup. Je crois que là, la record woman chez nous au pistolet, elle est à sa 9e Olympiade. 9e Olympiade. Voilà. Je n'étais même pas né. Donc vraiment, c'est vraiment un sport dans lequel on peut durer pendant longtemps. Après, faut être quand même au rendez-vous pendant à chaque Olympiade. Mais c'est vrai que c'est vraiment une chance de pouvoir faire les 3e
j'espère que ça va continuer. J'aimerais bien faire 4 ou 5, ce serait déjà pas mal, ouais. 5, c'est un objectif 9 ou pas? Ça peut Oh, l'être? Ou ça paraît loin? 39, non, ça va être trop loin. Ça va être loin. C'est tôt Ouais. pour se donner des objectifs pour les Jeux Olympiques, parce qu'on est à quoi? 4 mois maintenant? 5 mois? 5 mois? Oui, c'est ça, Ouais. 5 mois des JO. On a déjà des objectifs ou c'est encore trop tôt par rapport à la préparation? Bah, les objectifs, ils sont toujours là. Moi, j'ai un peu les mêmes sur quelle que soit la compétition finalement. Évidemment, c'est de gagner. Après, ouais, moi, le but. Alors nous, on a une épreuve de qualification et ensuite une finale pour les 8 premiers. Mais je considère que voilà, quand on est dans les 8 premiers, déjà, on peut faire la phase finale. Donc là, tout est possible. Donc déjà, moi, l'objectif numéro 1, c'est de rentrer en finale dans chaque compétition et après d'aller jouer la médaille ensuite, quoi. La même Après, là, c'est vrai que c'est difficile en ce moment de se projeter. Moi, ça fait depuis le mois de mars 2020 que j'ai pas fait de compétition. Donc c'est un petit peu compliqué. Au mieux, on aura 2 ou 3 compétitions avant les Jeux. C'est un format qui est complètement inédit pour moi. Donc voilà, j'ai des objectifs, mais la préparation, je sais qu'elle va pas être optimale, quoi. Justement, la préparation, à chaque invité que nous avons dans Sportez-vous bien, on pose cette question. La préparation avec le Covid, vous venez de nous le dire, dans Sportez-vous bien, où ça fait plus d'1 an que vous n'avez pas fait de compétition. L'entraînement au quotidien, comment il se passe? Vous sentez une différence avec le Covid? Est-ce que tout simplement, c'est pas aussi un peu pénible au quotidien? Alors c'est vrai que bon déjà moi je m'estime heureuse de pouvoir m'entraîner parce que il y a plein de sportifs qui peuvent pas, donc il y a que les sportifs de haut niveau qui ont le droit de s'entraîner, donc déjà je suis vachement contente d'avoir le droit de m'entraîner. Après moi c'est vrai que c'est mon métier aussi, donc ce serait dommage que je puisse pas faire mon métier, mais bon, on a certaines contraintes du coup. Nous, on porte le masque tout le temps à l'entraînement, etc. Donc, il a fallu un peu s'adapter aussi à ça. Mais c'est vrai que, bon, voilà, au début, le premier confinement, ça a été 2 mois sans s'entraîner. Ça a été un peu compliqué. Et puis là, on a pris le rythme. Voilà. Après, c'est vrai que beaucoup d'entraînements sans compétition, c'est un petit peu long. Vous l'avez dit, pour votre médaille d'argent à Londres en 2012, il y a une médiatisation et c'est l'occasion pour le tir aux Jeux Olympiques. Pourquoi le tir n'est pas aussi médiatisé en dehors des Jeux Olympiques pour vous, et comment vous l'expliquez? Si vous avez une explication, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai la bonne explication, mais je pense qu'il y a 2 parties. Il y a un côté un peu prudent parce que dès qu'on manie des armes, on le considère comme un peu... Il y a tellement de préjugés par rapport à ça. On va nous prendre pour des cow-boys, on va nous prendre pour des terroristes. Donc il y a le côté des armes qui fait que c'est pas hyper populaire. On nous dit souvent, mais comment vous arrivez au tir? Comme à d'autres sports, en fait. Il y a rien de... C'est pas forcément l'amour des armes qui fait qu'on arrive au tir. Mais c'est vrai que donc il y a ce côté-là, et puis ça a changé depuis quelques années justement pour que le tir reste au JO et soit plus médiatisé. C'est que c'est un sport qui est pas dynamique, donc il se passe pas grand-chose, et vu de l'extérieur, on peut vite s'ennuyer en fait. Quand on connaît pas, c'est vrai qu'on peut vite s'ennuyer, donc c'est vrai que les médias sont un peu frileux par rapport à ça. Après, on a beaucoup progressé. Nous, on a changé les règles un peu des finales, etc., pour que ce soit plus intéressant. Les manières de filmer ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Maintenant, c'est vrai que ça commence à être vraiment sympa à regarder. Donc voilà, j'espère qu'on va dans le bon sens. Et justement, avec un palmarès comme le vôtre, est-ce qu'on est professionnel? Vous y avez répondu, mais à quel niveau on est professionnel? À quel moment? Combien de sportifs le sont sur le tir? Alors sur le tir, on est très peu à pouvoir en vivre. En fait, je crois qu'on doit être 5 ou 6 à pouvoir en vivre. En fait, on a un contrat avec l'armée des champions. Donc avec le bataillon de Joinville, donc ça nous permet d'avoir un contrat complètement détaché, donc on travaille pas du tout en tant que militaire, on a le statut de militaire, et c'est vrai que du coup ça nous permet de pouvoir faire notre sport de manière
plus facile, quoi, sans avoir le souci d'avoir une paye à côté. Parce que clairement, c'est pas les sponsors qui payent ma préparation. Oui, malheureusement pour vous d'ailleurs. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment besoin de ce contrat-là avec l'armée. Et puis à la fois, on a aussi ce partage de valeurs qu'on peut avoir avec les militaires et qui est hyper intéressant, hyper enrichissant. Est-ce que peut-être question bête, mais je suis sûr que les auditeurs de Sportez-vous bien se la posent, et je vais tout vous dire. C'est Kevin Carrière, un des chroniqueurs, qui me l'a dit hors antenne. Est-ce que vous avez le port d'armes au quotidien? Vous avez le droit d'en avoir à la maison, par rapport à ça? Alors ça, en fait, on a donc le port d'armes en soi, c'est quelque chose qui existe dans les autres pays, mais pas vraiment chez nous. C'est-à-dire que personne n'a le droit d'avoir une arme sur soi, de se balader avec une arme. Nous, en fait, on a le droit de posséder des armes et de les transporter du lieu d'entraînement ou de la compétition à chez nous. Chez nous, on a un coffre-fort où les armes elles sont stockées, elles sont déclarées en préfecture, etc. Bien sûr. Ce qui fait que du coup, on n'a pas le port d'armes, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de porter des armes sur nous. Par contre, on a le droit de les avoir chez nous et de les transporter pour s'en servir en compétition ou en entraînement. Pour terminer, Céline, pour revenir aux Jeux Olympiques de 2021, déjà le report de ces JO d'un an, ça change beaucoup dans la préparation pour vous. Et avec quel état d'esprit vous allez à Tokyo en juillet prochain? Alors, oui, ça change plein de choses. En 2020, ça aurait été déjà un gros changement, vu que il y avait déjà eu le confinement, etc. On savait pas trop comment se préparer. Donc là, un an après, ça a permis aussi peut-être de s'habituer à cette nouvelle vie, à ces nouvelles choses. Nous, c'est un peu long parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours pas eu de compétition. Donc c'est pas un avantage vraiment pour moi d'attendre aussi longtemps. Maintenant, moi, je prie tous les jours pour qu'il ait bien lieu. Oui. Ça a l'air en bonne voie, mais bon. Normalement, oui. Alors, il y aura peut-être pas de public, mais normalement, oui. Ouais. Mais bon, on n'est jamais sûr. D'ici là, c'est vrai. 6 juillet, on ne sait pas. C'est vrai. Et donc, j'espère vraiment qu'ils auront lieu. Donc, moi, j'ai vraiment, vraiment envie que ça se concrétise, quoi, en fait. Et après, on espère 2021 et après 2024 en France. D'ailleurs, ça, j'imagine aussi pour un sportif français, faire les JO à la maison, ça doit être quand même aussi un objectif. Vous y pensez déjà ou pas? Ouais, j'y pense déjà. C'est vrai qu'en plus, on a pu voir quand on est en France et qu'on sait que ça va avoir lieu en France, on voit tous les projets qui se montent, etc. Et ça donne super envie. Donc ouais, il n'y aura pas le côté exotique, mais quasiment, parce que du coup, il y aura plein de choses nouvelles et ouais, c'est une fierté de pouvoir les organiser à domicile. Donc vraiment, y participer, ce serait génial. Moi, je me suis même dit, peut-être, si je suis pas qualifiée, je demanderai une place en bénévole, quoi. Bon, on espère que pour la place en bénévole, vous n'y serez pas et que vous serez bien évidemment dans les sportifs. C'est tout le mal que l'on vous souhaite. Merci beaucoup, Céline. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous dans Sportez-vous bien et bien évidemment, bon courage pour les JO en 2021, là pour les Coupes du Monde, les Championnats du Monde et surtout avec en point d'or, pourquoi pas, les JO à Paris en 2024. Nous, on va pouvoir passer au débat de la semaine. Sportez-vous bien. Le débat. Samedi, le 15 de France s'est incliné dans les dernières minutes en Angleterre grâce à l'arbitre, dans le tournoi Destination. Avec cette défaite, les Bleus disent adieu au Grand Chelem, mais pas à la victoire finale. La question est simple, messieurs, et ça nous permettra de faire une petite photo générale. Est-ce que les Bleus vont gagner le tournoi Destination, Vincent? Oui. Kevin? Oui. Maxime? Oui. Et Mehdi? Non. J'en étais sûr. Mais alors, je sais pas pourquoi. J'en étais sûr. Eh ben, je vous donne la parole, Mehdi. Pourquoi l'équipe de France? Il y a trop d'écart, on le rappelle. Il y a 3 cas de figure pour que la France gagne le tournoi Destination. Chers auditeurs, soyez prêts. Il reste 2 matchs. Il y a le match contre le Pays de Galles, justement, qui est leader la semaine prochaine. Et il y a le match en retard qui a été reporté pour le Covid contre l'Écosse. La France gagne le tournoi Destination si la France gagne 2 fois avec le bonus offensif. Ça, c'est réglé. S'il gagne 2 fois avec le bonus offensif, mais que le Pays de Galles contre nous prend le bonus défensif, mais que la France a un meilleur goal average. Voilà, là on commence à rentrer dans les calculs. Encore pire,
La France gagne 2 fois, mais une seule fois avec le bonus. Le Pays de Galles, lui, ne prend pas le bonus défensif ou offensif contre Vous avez la perdu France. tout le monde sur J'imagine, je suis désolé. Ouais, Mais la France a un meilleur goal average. Mehdi, pour vous, il y a trop d'écart, c'est trop loin ou pas? Non, c'est pas ça, c'est que je sais pas, avec ce Covid particulier, honnêtement, je le sens pas face au Pays de Galles, je sais pas. Voilà, c'est un sentiment juste. Ça a été très serré contre l'Irlande, ça a été très serré contre l'Angleterre, ça sera sûrement très serré contre le Pays de Galles parce que c'est 4 équipes qui sont très proches en termes de niveau. Vous pouvez lancer la pièce, ça tournera d'un côté ou de l'autre, ça se jouera vraiment. Vraiment dans la tête, peut-être au physique avec les cas de Covid qu'il y a eu en équipe de France. On l'a vu notamment sur le match de l'Angleterre, le physique a joué une part très importante sur ce match-là, mais voilà, il va falloir se fader les Gallois et je sais pas pourquoi, je pense pas que ce soit pour cette année et j'espère me tromper totalement. Vous, c'est l'inverse, Maxime. Ouais, vous pensez qu'ils vont gagner par oui. rapport à quoi? Et c'est la suite logique finalement déjà, de ce qui se passe depuis 2019. Avoir le bonus offensif avec la façon dont on peut l'obtenir pour le tournoi destination, c'est plus facile qu'en top 14 parce qu'il n'y a pas une question d'écart, il suffit juste de mettre 4 essais et c'est réglé. Donc ça, je pense que c'est jouable dans la tête des joueurs, surtout que réussir à dire à l'équipe que l'on a actuellement, il faut envoyer du jeu, il faut à tout prix marquer. Je pense que d'eux-mêmes ils vont le faire, quoi. Ce qui me pose plus problème, c'est peut-être le fait que le Pays de Galles peut nous accrocher avec un point de bonus défensif parce que eux aussi ils ont une très très bonne attaque et en plus finalement c'est une équipe qui nous ressemble un peu puisque ils peuvent prendre les 2 bonus d'ailleurs. Oui, ils pourraient prendre les 2 bonus aussi, ouais. Mais en plus et s'ils prennent les 2 bonus, c'est mort. C'est mort, ouais, voilà. Donc on s'est mis dans un cas défavorable, on va dire. Mais je les vois pas prendre les 2 bonus quand même. Je pense que la France va s'imposer. Et en plus, je vous dis, ça va être un beau duel de style dans le sens où ça va être un peu, en fait, parce qu'ils ont déjà partagé le même entraîneur de la défense, en fait, Sean Edwards, qui est un peu, on va dire, le magicien de cette équipe de France, qui a bâti la défense de fer qu'on connaît maintenant et qui avant était au Pays de Galles. Donc ils ont gardé un peu ça et ça va être assez rigolo de voir ces 2 défenses évoluer en miroir comme ça. Il va y avoir un beau duel de style, mais je donne l'avantage à la France. Je pense qu'on va gagner et même je pense qu'on fera de même contre l'Écosse, notre bête noire. C'est dommage que ce match France-Angleterre soit reporté parce que ça aurait fait une super finale, Kevin. Le France-Pays de Galles au Stade de France, le vainqueur gagne le tournoi de destination, ça aurait été parfait. Ouais, ça aurait été le final rêvé. Ouais. C'est après, quand même un peu ça au final. Oui, au final, ça va être ça. Vous le sentez comment, vous, Kevin, ce match samedi? Le Pays de Galles, après, franchement, c'est surprenant le Pays de Galles. Il m'impressionne pas du tout, quoi. Après, on peut revenir par exemple sur l'Irlande qui gagne. L'Irlande à la touche à la dernière minute pour essayer d'aller gagner le match et c'est le 10 remplaçant qui trouve pas la touche. Donc après, il y a ça aussi. Il y a 2 matchs gagnés avec les équipes adverses qui ont pris un carton rouge. Donc après, ils ont un peu eu tout pour eux, les Gallois, mais bon, ils déméritent pas et je pense que la France peut aller les chercher. Oui, mais on oublie aussi le match contre l'Écosse. Quand on parle du tournoi, il y a aussi l'Écosse à les battre. Et l'Écosse, on parle des 4 qui sont très proches en termes de niveau. On a du mal à les jouer. Et l'Écosse, honnêtement, ils sont pas à des années-lumière de l'Irlande, du Pays de Galles, de l'Angleterre et de la France. Voilà, donc il y a 2 matchs entre guillemets pièges qu'il va falloir remporter et si possible avec le bonus. Donc bon. Ça dépend, je pense vraiment si on bat le Pays de Galles, le match contre l'Écosse sera une formalité, je pense qu'il y aura un supplément d'âme, sachant qu'on connaît déjà le score qu'il faut faire pour pouvoir être champion, je pense qu'il y aura cette motivation supplémentaire. Après oui, faut battre le Pays de Galles c'est sûr, mais l'avantage c'est on va enfin recevoir, parce qu'au final les 3 matchs du tournoi c'est à l'extérieur, même si aujourd'hui il y a le public qui le fait que c'est différent, il y a quand même toujours un supplément de jouer à domicile, et surtout au Stade de France, quand on sait que Marcoussis n'est pas très loin, et que c'est du coup des distances beaucoup plus raisonnables. La France l'année dernière a été battue par les Anglais. Les Anglais avaient remporté le tournoi de destination au goal average. C'est une déception cette année si la France ne gagne pas le tournoi de destination, messieurs? En fait, il y avait la dynamique victorieuse qui faisait que le rouleau compresseur était lancé, on se disait ouais c'est super et tout. Puis c'est vrai que cette histoire de Covid, ça a un peu coupé les jambes à tout le monde. Même si on a fait une grosse performance à Twickenham, moi je pense que clairement il a peut-être manqué un peu de rythme justement. Le rythme qu'on a réussi à mettre en première mi-temps, on n'a pas réussi à le conserver sur la seconde mi-temps. Quand je vous disais là justement sur la conversation, il fallait essayer d'accélérer le jeu, on n'en était plus capable parce que je pense qu'on n'en avait plus la ressource physique, on était un peu à court de jus.
Un mois après la France a joué contre l'Angleterre, donc, un mois après l'Irlande, pardon, et surtout 10 jours sans entraînement, et pour un sportif de haut niveau, peut-être encore plus pour un rugbyman. Le Covid, on sait pas, peut-être que ça a aussi ça peut avoir un petit impact psychologique, on se dit est-ce qu'on est plus performant. Physique, on a vu Arthur Vincent n'était pas dans la liste pour ça d'ailleurs. Il revient là, mais il n'était pas dans la liste pour l'Angleterre pour ça. Ça a vraiment mis des bâtons dans les roues cette histoire. Jusqu'où va l'exigence avec cette équipe de France, parce que l'année dernière on se dit bon, ils peuvent gagner le tournoi, mais là ça va, c'est pas grave s'ils le gagnent pas l'année dernière, ce qui est normal, hein, c'était la première de Galtier, etc. On se dit cette année il faut qu'ils le gagnent, on perd à la dernière minute sur un fait de match, essai pas essai, bref l'arbitre a décidé qu'il y avait essai, donc il y a essai, normal c'est pour les Anglais, et il va pas s'en remettre, hein, quand même. Jamais s'arrêter avec ça, mais jamais, et voilà, jusqu'où va l'exigence, parce que encore une défaite champion du monde 2023. Encore une défaite encourageante, encore. Non. Voilà. Non, là c'est au-delà de ça. C'est pas la période c'est pas les défaites encourageantes d'il y a encore 2-3 ans avant la Coupe du Monde au Japon. On est quand même loin de tout ça. Là, il y a un contexte hyper particulier. Il y a eu des belles victoires, un peu à l'arraché, même en Irlande, c'est des victoires qu'il n'y aurait jamais eu auparavant. Ça. Et puis même la qualité de jeu, le plaisir qu'on a à voir cette équipe de France jouer, et ben voilà, même l'histoire du Covid avec la fédération, etc. On en a vu sur la première mi-temps, ça l'a pas entaché. Voilà, il y a eu des problèmes physiques sur la deuxième mi-temps, mais bon, on a continué à avoir du jeu, et en plus, moi je pense vraiment que c'est la limite, c'est vraiment il faut aller chercher le titre. C'est à la maison. Oui, après vous faites jeu égal avec l'équipe d'Angleterre, c'est ça là. Qui est vice-championne du monde. Avant, une défaite encourageante, c'est quand vous preniez 10 points et que vous disiez ouais, super, on a réussi à envoyer le ballon à l'aile 2 fois dans le match. Youpi, c'est la fête quoi. Donc non, ça n'a rien à voir là. Maintenant, c'est justement, plus ça va aller et plus on va être aigri quand on va perdre, je pense, parce qu'on va être mal habitué. Le seul truc qui me fait peur, c'est si Maxime Brossard se met à lire une lettre de Guy Moquet à toute l'équipe. Ah oui, non, jamais, ça va pas. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire, le match d'ouverture face à l'Argentine en 2007 on perd sur ça, clairement. Il avait fait lire la lettre de Guy Moquet. Ils avaient tous pleuré, on avait perdu le match d'ouverture contre l'Argentine. J'espère qu'il nous arrivera pas la même chose. C'est vrai, Fabien Pelouse nous en avait parlé quand il était avec nous. Exactement. C'est vrai. La France peut regretter ce dernier coup. Alors je parle pas de l'essai anglais, mais la France a une possession à 2 minutes de la fin, a une pénalité à 40 mètres, peut aller chercher le match nul, vous voyez venir. Est-ce que ça peut coûter, ça va sûrement coûter ce tournoi, mais est-ce que c'est une erreur grave, grotesque? Est-ce que c'est le respect du jeu d'aller chercher l'essai? Voilà, ce coup, je sais pas si vous l'avez en tête, le fait d'aller en touche alors qu'on peut aller chercher le match nul. Juste le symbole de la deuxième mi-temps et du court physiquement, c'est Antoine Dupont qui lâche le ballon à la fin, tout simplement. Déjà il s'enquille le match entier avec tout le retard physique qu'on a accumulé, et on le paye complètement. Voilà. Il aurait dû avoir des changements, je pense. Exactement. Anthony Gelonge ne rentre pas, Seren ne rentre pas, et Ntamak ne rentre pas. Et le meilleur, quand même 3 super joueurs. Le meilleur sur le terrain de Galtier, c'est le premier qui sort. Là où on était bon, c'était sur les rucks aussi, et on avait perdu carrément l'avantage. Sur les rucks, on était moins prompt, on était moins rapide, et du coup les Anglais ont la possession, on l'a vu sur la statistique à la fin de match, et eux quand ils ont la possession, ils prennent leur temps, ils construisent patiemment, et c'est ce qu'ils ont fait. No Gelonge, no win. Voilà. L'équipe de France qui jouera contre le Pays de Galles, ce sera samedi à 21h contre le Pays de Galles, bien évidemment, au Stade de France à huis clos malheureusement. Dernière victoire dans le tournoi de la France, faut-il le rappeler, ça remonte à loin, ça remonte 2010. À très très loin. Vous savez quel âge en 2010, Kevin? C'était 10 ans. C'était en 2010. De sa maman. Oh là là là. 10 ans, c'est ça. Ça rappelle quand même. Merci messieurs, on se retrouve nous la semaine prochaine. Merci à Coraline et Romain à la réalisation, merci à vous. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. On devrait parler de badminton la semaine prochaine, de judo pardon. C'est judo la semaine prochaine. Ça se ressemble. Portez-vous bien.